Bonjour. Le 11 juillet 2018, le Conseil d'État a rendu un avis dont il vient d'être question et qui expliquait la chose suivante: il n'y a aucun fondement juridique pour la demande de la légalisation de la PMA au nom de l'égalité. Et il a ajouté: cette question ne concerne plus le droit, elle concerne la politique et elle concerne l'idéologie. Quand on a affaire à la question de la PMA, en apparence, on nous parle droit, égalité. En réalité, il s'agit d'un combat idéologique. Un combat idéologique, ça veut dire une bataille des idées. Eh bien, je voudrais contribuer à cette bataille des idées en apportant un certain nombre d'arguments. Parce que c'est ça qui est en jeu. Quand il a été question du mariage pour tous, j'ai essayé de développer un certain nombre d'arguments. Et ce qui m'a motivé, c'est le sentiment qu'on me mentait, qu'il n'y avait plus de logique, qu'on marchait sur la tête, qu'on voulait me faire voir noir là où il y avait blanc, et blanc là où il y a noir. Bref, j'avais le sentiment qu'on était sournoisement engagé dans un processus totalitaire dans lequel il s'agissait de passer en force en nous faisant penser comme il fallait, en nous faisant bien penser. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, j'ai essayé de démonter ce mécanisme. Et effectivement, quand on démonte le mécanisme, eh bien souvent il y a des retournements qui s'opèrent, et ceux qui étaient, par exemple, favorables au mariage pour tous pour des raisons de tolérance, se rendent compte que ce n'est pas si simple que ça et changent complètement leur avis. Eh bien, ce que j'ai fait pour le mariage pour tous, je voudrais le faire ici pour la GPA. Mettons-nous dans la situation suivante. Nous sommes invités à un dîner, on parle de la PMA, on discute, on échange des arguments. Qu'est-ce qu'on peut essayer de dire pour expliquer que ça ne tient pas la route et même que c'est quelque chose de grave? 10 arguments, je vais essayer de les développer l'un après l'autre. Le premier argument, c'est le mensonge. Je remarque que depuis un certain nombre d'années, le politique fait exactement le contraire de ce qu'il a dit qu'il ferait et il ment. 4 mensonges. Premier mensonge, Lionel Jospin met en place le PACS et explique, via Elisabeth Guigou, qu'il fait le PACS pour ne pas faire le mariage homosexuel avec adoption. Que s'est-il passé? Exactement le contraire. Le mariage homosexuel avec adoption, dont on a dit qu'il n'existerait pas, est mis en place. Le mariage a été mis en place et pour l'instant, il est question d'approfondir avec la PMA. Deuxièmement, il a été dit, lorsque le mariage gay a été voté, le mariage homosexuel, oui, la parentalité, non. Que voyons-nous maintenant?
Non seulement il y a mariage, mais il y a volonté d'introduire la parentalité homosexuelle. Parenthèse, le mot parentalité étant un néologisme visant à détruire pudiquement la notion de parent. Troisième point. Pour l'instant, on nous fait croire qu'il y aura la PMA, mais il n'y aura pas la GPA pour des raisons de marchandisation. Erreur. Quand on se marie, c'est pour faire des enfants. Comment va-t-on faire pour dire au couple de femmes, on vous permet d'avoir des enfants, mais on ne permet pas au couple d'hommes d'en avoir. Il est évident que si on permet aux femmes d'avoir des enfants, au couple de femmes d'avoir des enfants, on le permettra au couple d'hommes. Quatrième élément qui a été énoncé par la précédente conférencière, la marchandisation. On nous dit quoi? Oui à la PMA, parce qu'il n'est pas question de marchandisation, non à la GPA, parce que nous sommes contre la marchandisation des ventres de femmes. Eh bien, précédente interlocutrice a fort bien dit que, actuellement, si on autorise la PMA, nécessairement, pour satisfaire la demande, il faudra payer des donneurs et on aura affaire à la marchandisation. Autrement dit, nous vivons, à propos du mariage pour tous et de la... Oui, il y a un petit problème de micro, moi je veux bien m'exprimer. Nous vivons dans un climat de mensonge. Et c'est le premier argument. Je n'aime pas qu'on mente et qu'on dise une chose et qu'on fasse une autre. Deuxième argument, c'est la faillite idéologique, la défaite de la pensée qu'il y a derrière. En 1998, lorsque Elisabeth Guigou explique les raisons à l'Assemblée pour lesquelles elle est pour le Pacs et elle s'oppose au mariage homosexuel avec adoption, elle évoque 3 arguments. Elle dit 4 arguments. Le mariage n'est pas un contrat entre des individus, c'est l'institutionnalisation de la différence des sexes. Le projet du mariage, c'est la transmission dans le cadre d'une histoire qui a commencé avant nous et qui ira au-delà de nous. À l'intérieur de cette histoire, l'enfant est une promesse permettant de s'inscrire dans cette histoire. Autrement dit, nous avons des termes forts. La reconnaissance de la différence sexuée comme étant le fondement du mariage et de la famille. L'institutionnalisation de cette différence. La relation du mariage avec la transmission, l'histoire et la promesse. 2012, lorsqu'Elisabeth Guigou explique les raisons pour lesquelles elle est favorable au mariage pour tous avec adoption, alors qu'elle a été délibérément contre, plus aucun argument faisant référence à la transmission, à la promesse, à l'histoire, à la différence sexuée, à l'institutionnalisation, mais juste cet argument qui est d'une banalité à pleurer, il faut s'adapter à l'évolution de la société, ce qui laisse songeur. Si la société avait été contre le mariage pour tous, puisqu'il s'agit de s'adapter à la société et de faire ce qu'elle désire, qu'est-ce qu'aurait fait Madame Guigou? Qu'est-ce que nous aurions fait?
Cela veut dire quoi? Avec ce qui est en train de se passer depuis 2012, il n'y a plus aucune pensée, sinon une attitude extrêmement commerciale consistant à s'adapter à la société comme on s'adapte au marché. Puisqu'il est question de mensonge, continuons dans l'analyse du mensonge. Qu'est-ce que signifie le mariage pour tous et qu'est-ce que signifie le projet de PMA? Ça signifie une chose très simple. 2 hommes, 2 femmes ne peuvent pas faire des enfants. C'est absolument impossible. Eh bien, comme le dit l'adage, à l'impossible, nul n'étant tenu, on va faire en sorte que l'impossible devienne possible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes dans une utopie. Cette utopie, fascinant la science comme technoscience, fascinant les réseaux commerciaux, fascinant également les réseaux idéologiques. Il s'avère que cette utopie n'est pas simplement une utopie, c'est une transgression. Pour que l'impossible devienne possible, il faut transgresser une loi fondamentale qui jusqu'à présent a été au fondement de notre humanité, à savoir que pour concevoir la vie, il faut un homme et une femme. Désormais, le message qui est lancé est le suivant: nous n'avons plus besoin d'un homme et d'une femme pour pouvoir fabriquer un enfant, le couple homme-femme étant un couple parmi d'autres pour pouvoir, et je suis d'accord avec madame, non pas concevoir la vie, mais la fabriquer. Ça débouche sur quoi? Ça débouche sur l'idée que nous n'avons pas affaire à un progrès sociétal, comme c'est dit, mais nous avons affaire à une rupture sociétale qui est en même temps une rupture d'humanité dont nous n'avons pas encore fini de mesurer les conséquences. 4e élément qui me fait réagir, ce que j'appellerais la sophistique. Pour essayer de justifier cette utopie transgressive, quels sont les arguments qui sont utilisés? Il y en a 3. Premier argument, aujourd'hui, ça se fait. Quantité de femmes élèvent seules des enfants, signe que la famille, composée par un père, une mère et un enfant, n'est plus utile. Deuxième idée, dans certaines tribus, les enfants appartiennent à tous. On n'a pas forcément besoin d'un père, d'une mère et d'un enfant. Troisièmement, dans certaines populations du singe, les petits appartiennent à tous. Je dirais 2 choses par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est vrai, quantité de femmes seules élèvent des enfants. Mais c'est un drame renvoyant à une famille explosée. On ne va quand même pas prendre comme modèle de la famille une famille explosée, ou alors cela revient à vouloir créer de l'ordre à partir du chaos. Par ailleurs, je signale que
le père, la mère et l'enfant, c'est l'apparition sur la scène publique de la famille privée et qu'il y a eu à travers cela un progrès considérable dans l'histoire humaine en faisant de la reproduction de la vie quelque chose d'intime. J'aperçois une chose, c'est que lorsqu'on supprime la famille, le couple père, mère, enfant, on est dans une terrible régression, puisque ce qui se met à diriger le monde, c'est soit une dictature militaire comme à Sparte, où les enfants étaient retirés de leur famille pour devenir des soldats, ou bien ce sont des régimes totalitaires où la famille n'existe plus parce que tout doit être dirigé par l'État tout-puissant, ou alors ce sont des communautés totalement marginales vivant dans un chaos affectif et qui fait qu'à un moment, les enfants sont conçus, produits, fabriqués, je ne sais comment dire, dans le chaos le plus total. Il n'y a pas d'argument solide pour pouvoir défendre les nouvelles parentalités. Mais surtout, rentrons dans le vif du sujet. Si la PMA est votée et si la GPA est votée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va avoir des conséquences, ça va avoir un coût. Quand on nous parle des nouveaux changements sociétaux, on ne parle que de progrès et de tolérance en ignorant que dans la vie, tout a un coût. La PMA, ça va avoir un coût et un coût exorbitant. Premièrement, pour que la PMA ait lieu, il faut détruire les structures fondamentales sur lesquelles nous nous sommes toujours construits jusqu'à présent. Premièrement, il faut détruire le couple homme-femme comme couple de référence pour la reproduction de la vie. Il faut en faire un couple parmi d'autres. Dire cela, ça veut dire passer d'un monde où les enfants venant de la vie à travers un homme et une femme viennent d'un couple différencié, sexualisé et incarné. Si demain la PMA est instituée, il faut nécessairement que l'on cesse de considérer le couple homme-femme comme le couple sur lequel repose la vie, afin d'en faire un couple parmi d'autres. Il faut donc que l'on remplace la différence sexuée par l'équivalence des couples et l'indifférenciation des couples. Et remplaçant la différence sexuée par l'équivalence des couples et leur indifférenciation, il faut qu'on fasse venir les enfants de quelque chose qui est totalement désexualisé et en même temps désincarné. Bref, il faut qu'on attaque en profondeur l'identité humaine. Par ailleurs, en ce qui concerne l'éducation, il faut supprimer le couple père-mère comme fondement de l'éducation et même il faut supprimer l'appellation père et mère afin de la remplacer, comme c'est déjà le cas, par parent 1 et parent 2. Troisièmement, il faut, et c'est en train de se faire, supprimer la notion de sexe. Qu'est-ce qu'il y a derrière
la PMA et le mariage pour tous. Il y a une volonté donjuanesque de faire passer la pratique sexuelle avant le sexe et de définir les individus non plus par leur enracinement dans la vie, mais par leur préférence, leur goût, leur sensibilité personnelle. Luc Ferry avait écrit un livre qui s'appelait « Homo aestheticus », l'homme esthétique. Eh bien, nous y sommes avec le triomphe de la PMA. C'est bien évidemment la suppression de la notion de sexe, le remplacement de la notion de sexe par la sexualité pour se définir, et derrière la sexualité pour se définir, c'est la victoire de Homo aestheticus, c'est-à-dire d'un monde dans lequel, au fond, ce qui nous guide, ce n'est pas l'enracinement dans la vie, mais c'est la préférence individuelle, ce monde faisant très plaisir aux circuits consuméristes, mercantilistes, mais aussi à toutes les idéologies libérales et libertaires qui vont avec. Sixième élément, ou plutôt, oui, sixième élément. Il s'agit là d'une violence qui est faite à l'humanité dans sa chair, mais également il s'agit d'une violence qui est faite à l'homme. Quel est le message qui est lancé par la PMA? Ce message, c'est de dire aux hommes de sexe masculin, on n'a plus besoin de vous pour pouvoir faire un enfant, on n'a plus besoin de l'homme dans un couple et du père dans une famille. Nous avons besoin d'un donneur de sperme. C'est-à-dire que faire cela, c'est réduire l'homme de sexe masculin à n'être plus qu'un phallus pourvoyeur de sperme. C'est-à-dire la pire des définitions de l'homme, ce contre quoi le féminisme n'a cessé de s'insurger. Le féministe disait « on ne peut pas réduire une femme à ses organes », eh bien, quelque part, la PMA réduit l'homme à ses organes en le réduisant à n'être plus qu'un phallus. Par là même, c'est traiter celui-ci en esclave, en considérant que celui-ci n'a d'existence que dans la mesure où il est là pour pouvoir servir et ainsi être utilisé pour le confort d'un couple de femmes. Par là même, nous avons une rupture symbolique dans la société. Celle-ci était accusée de phallocratie. Ce qui est en train de venir, c'est la gynécocratie. Certains pourront s'en féliciter, mais faut-il s'en féliciter? Lorsque le pouvoir masculin, avec tout ce qu'il peut avoir de détestable, prend le pouvoir, il est bon de se débarrasser de ce pouvoir détestable. Faut-il le remplacer par un autre pouvoir? N'est-ce pas le pouvoir lui-même dans ce qu'il a de détestable dont il convient de se débarrasser? Ça veut dire quoi tout ça? Cela veut dire que, au lieu de mettre fin à la guerre des sexes, qui fait tant de mal à l'humanité, on va continuer la guerre des sexes, ou bien encore, on va accroître celle-ci et l'intensifier sous une autre forme. Cette violence qui est faite à l'homme, c'est aussi une violence qui est faite à notre humanité au sens moral du terme.
La conférencière précédente en a parlé. Il y a une confusion à propos de la PMA. Cette confusion, c'est celle que l'on fait entre l'infertilité et l'impossibilité. Un couple qui ne peut pas avoir d'enfant est dans une situation d'infertilité et non pas d'impossibilité. Des homosexuels, femmes qui veulent avoir un enfant, ne sont pas dans une situation d'infertilité, mais d'impossibilité. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer quand la PMA va être instituée? On va mettre dans le même sac l'infertilité et l'impossibilité en faisant passer l'impossibilité pour une infertilité. Et ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par une violence fondamentale faite à la médecine. La médecine, jusqu'à présent, est là pour servir la vie. Elle est là, elle n'est pas là pour la détourner. Faisons une confusion entre l'impossibilité et l'infertilité et demandons aux médecins de faire comme si l'impossibilité était une infertilité. On va demander à la médecine de mentir et surtout de faire ce pourquoi elle n'est pas faite, à savoir détourner la vie et non plus la servir. À cette ambiguïté s'ajoutent des ambiguïtés qui sont plus que des ambiguïtés, mais qui sont des troubles extrêmement graves sur le plan psychologique et moral. Lorsqu'un couple conçoit un enfant, ça se fait avec des personnes et ça se fait d'une manière charnelle, ça se fait à deux. Lorsqu'on fait une PMA, on est tout seul, ça se fait dans l'anonymat, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur la terrible solitude des sexes, la terrible séparation des sexes. En 1970, un grand sociologue, David Riemann, dénonçait déjà la solitude de l'homme moderne dans un ouvrage intitulé « La foule solitaire ». Regardez autour de nous, tout est fait pour qu'on devienne de plus en plus seul. Rentrez dans des stations de RER, cherchez un être humain, vous n'en trouverez pas, il n'y a plus que des machines, on est renvoyé à soi-même. Regardez la façade des immeubles qu'il y a du côté de la place Ballard. Ce sont des miroirs qui renvoient le ciel à lui-même. Regardez ce que c'est que la PMA. C'est la même chose. On est renvoyé à soi-même. On est renvoyé à la solitude. Jusqu'à présent, les couples collaboraient pour pouvoir concevoir la vie. Désormais, il n'y aura plus de collaboration des couples pour pouvoir concevoir la vie. Et là, on touche à quelque chose d'extrêmement grave. Simone de Beauvoir termine le deuxième sexe en citant Marx. Et Marx dit « La réconciliation du genre humain passera par la réconciliation entre l'homme et la femme. » Si les couples sont séparés, les hommes d'un côté et les femmes d'un autre pour faire la vie, comment l'humanité va-t-elle se réconcilier? Simone de Beauvoir était féministe, elle défendait le couple homme-femme. Je crois qu'aujourd'hui, elle serait exclue du féminisme
pour discrimination. Cette violence qui est faite à l'humanité, c'est une violence qui est faite à l'enfant. L'enfant qui va naître sera orphelin. Et étant orphelin, il va avoir les problèmes qu'il y a lorsqu'on est orphelin. J'ai un très bon ami qui est décédé, Guy Corneau, et qui avait écrit un livre passionnant et profond intitulé « Père manquant, fils manqué ». C'est important, le père. Le père, c'est porteur de choses dont la mère et la femme n'est pas porteuse. Que de fois j'ai entendu des amis seuls élevant un enfant et se rendant compte qu'à un certain moment à la maison, l'absence de père, ça coûte. Que de fois j'ai entendu des femmes dire « ça c'est un boulot d'homme, ça c'est un boulot de père, et moi je suis une femme, et ça c'est pas mon boulot ». L'absence de père, ce n'est pas simplement quelque chose qui va profondément marquer les enfants. On sait à un moment combien cette absence de père coûte. Un jour, on interrogeait un délinquant qui avait mis le feu à un commissariat. Et on se demandait, mais pourquoi est-ce qu'il est allé mettre le feu à un commissariat? Et un psychologue a répondu, il met un feu à un commissariat parce qu'il attend qu'une chose, c'est de rencontrer un homme et un père qui l'arrêtent. Il n'a jamais eu de père, il n'a jamais rencontré quelqu'un l'arrêter, et s'il est un délinquant, c'est pas pour être libre, c'est pour aller en prison, rencontrer un père et quelqu'un qui à un moment lui met un cadre. Le père, ça a des répercussions symboliques qui sont énormes. L'absence de père, ça veut dire un certain nombre de questions qui vont nous être posées. Quelle autorité? D'où va venir l'autorité? Comment va-t-elle s'incarner? Nous sommes déjà dans un monde qui a tué Dieu et la religion. Nous sommes dans un monde qui a tué le roi et la tradition. On est en train de continuer des meurtres symboliques en allant tuer le père. Et en allant tuer le père, le problème qui va se poser à nous, ça veut dire comment on va faire pour qu'il y ait de l'autorité. Qui va être la source de la vie à l'intérieur de ce monde? La source de la vie, ça a un visage, ça a un nom. Comment on va faire pour vivre dans un monde où quelque part, à la source de la vie, il n'y aura ni visage, ni nom, parce qu'il n'y aura pas de père. Et ça va poser le problème, quelle fraternité? Si un même donneur est, en tant que donneur anonyme, le père d'une multitude d'enfants qui seront frères sans le savoir, qu'est-ce que ça va vouloir dire, la fraternité? La République se construit sur les mots liberté, égalité, fraternité. La fraternité, ça se passe avec des gens qui ont un visage, un nom, qui savent d'où ils viennent, qui ont un père. Comment va-t-on faire pour pouvoir bâtir une fraternité avec à un moment, quelque part, un élément essentiel de la construction de celle-ci qui s'appelle la paternité? Les problèmes qui sont posés par la PMA sont des problèmes pratiques, mais ce sont aussi des problèmes idéologiques, philosophiques et métaphysiques. J'ai beaucoup de respect pour notre conférencière qui est professeure de droit, mais je m'inquiète du fait qu'aujourd'hui, dans la société, il y ait disparition de la nature et remplacement de la nature par le droit. Une chose qui m'a fait beaucoup réfléchir dans un livre que j'avais écrit et qui s'appelait « La tentation de l'homme-dieu »,
c'était cette phrase de Bachelard, « En science, rien n'est donné, tout est construit ». Et je me suis dit, ça, c'est peut-être très valable à l'intérieur des mathématiques, mais ce n'est pas valable dans l'humanité. Dans l'humanité, premièrement, il y a du donné et il y a du construit, et s'il n'y a plus de donné, il n'y a plus de construit. Qu'est-ce qui se passe avec la PMA et l'institutionnalisation d'une nouvelle famille et de nouveaux modes de reproduction de l'humanité? C'est le triomphe du droit. Et le triomphe du droit, c'est déjà une menace contre laquelle Racine nous mettait en garde dans une pièce, vous s'appelez les plaideurs, et vous voyez quoi? Dans la société bourgeoise et capitaliste qui est en train de naître, tout va se judiciariser, tout va devenir juridique. Pourquoi? Parce que quand il n'y a plus la loi divine, il reste la loi humaine, et la loi humaine décrète ce qui doit être. La loi humaine décrète ce que doit être l'enfant. La loi humaine décrète ce que doit être la vie. Bref, tout se fait par le droit et quelque part la dictature du droit. La dictature du droit, ça va de pair avec l'utopie. Pourquoi? Et l'utopie, ça va de pair avec le nihilisme. Pourquoi est-ce que nous assistons aujourd'hui à ce triomphe du droit? Et pourquoi, au fond, le mariage pour tous et la PMA fascinent métaphysiquement un certain nombre de nos contemporains? Parce que derrière, ça met en place la grande rêverie nihiliste qui pèse sur la société occidentale et qu'avait vu déjà Dostoïevski, ou bien encore plus près de nous, Léo Strauss. C'est la dictature du tout est permis, c'est la dictature du tout est possible. La dictature du tout est permis, la dictature du tout est possible, tant qu'il y a des données et la nature, elle n'est pas possible. Mais quand c'est le droit qui à un moment décide de tout, là, elle devient possible. Résultat, on débouche sur quoi? Bien, on débouche sur ce qui est en train de se mettre en place. Ce qui est en train de se mettre en place dans notre monde, c'est le grand fantasme métaphysique de notre monde. Je fais sourire le monde quand je dis l'essence du monde réside dans la religion et les problèmes fondamentaux de l'humanité résident dans la religion. La France a un problème avec la religion. La preuve, la Révolution française, où d'un côté, elle guillotine les prêtres et elle décide à un moment d'exclure la religion du champ social et politique, et d'autre part, la première chose qu'elle fait, avec Robespierre, c'est établir un nouveau culte qui est le culte de l'être suprême. Je crois que le problème de notre monde, c'est de faire triompher la religion de l'être suprême, qui est la religion de la matérialité et d'autre part de la nature, qui s'établit à travers le triomphe de la technoscience et du pouvoir politique tout-puissant. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mariage homosexuel et la PMA? Il y a quelque chose qui va bien au-delà de la question homosexuelle et bien au-delà du problème pour les couples femmes d'avoir des enfants. Il s'agit d'une prise de pouvoir idéologique afin de faire advenir dans ce monde la religion qui est la religion de l'homme-dieu et qui est l'accomplissement de ce que l'on trouve dans le positivisme et d'autre part dans l'idéologie de la Révolution française. Et ça se marque quoi? Ça se marque par l'apparition du nouveau pouvoir. Quel est le nouveau pouvoir qui est en train de se mettre en place? Celui dont avait parlé Michel Foucault quand il disait « L'avenir sera au biopouvoir et qui aura le biopouvoir aura le pouvoir ». Il s'avère que en mars dernier, j'étais à Delft pour une conférence sur l'avenir de l'homme, où il y avait des gens qui venaient de la planète entière. Et là, j'ai entendu un militant dire
la révolution du genre sera la révolution qui entraînera toutes les autres. Le biopouvoir, la révolution du genre, on y est. Ce qui est en jeu, c'est un enjeu totalement métaphysique et lié à des problèmes ontologiques fondamentaux. Oui, la bonne question est le fait de se demander dans quel monde voulons-nous vivre. Eh bien, le monde dans lequel on veut vivre et le monde que l'on nous impose, c'est un monde qui a été très bien décrit par Sartre quand il dit « Être existentialiste, c'est être athée. Et être athée, c'est penser comme Hegel que l'homme fait l'homme. L'homme fabrique l'homme. » Là, nous y sommes. Le cœur du système aujourd'hui, c'est cette proposition idéologique qui est donnée par les tenants du pouvoir. Le monde de demain sera un monde dans lequel l'homme fabriquera l'homme. Pour y arriver, il n'y a qu'un moyen. C'est créer un système qui nous fasse bien penser et qui oblige mentalement à accepter l'inacceptable et à trouver logique ce qui n'est pas logique. C'est-à-dire à prendre possession de notre esprit. Lisons ce qui se passe dans le transhumanisme aujourd'hui. Il s'avère que les projets transhumanistes sont liés avec le fait de rentrer dans notre cerveau pour nous faire bien penser. C'est ce qu'a avoué au cours d'un entretien radiophonique que j'ai eu avec le président de la Société française de transhumanisme, quand à un moment la journaliste lui a dit « Mais est-ce que vous allez rentrer dans le cerveau des hommes et dans leur être ?» Et il a dit « Oui ». Et pourquoi il dit « oui » ? Parce que ainsi nous pourrons enfin créer l'humanité parfaite dont il est question. Mesdames, Messieurs, l'enjeu de la PMA, c'est un enjeu idéologique fondamental afin de savoir dans quel monde nous voulons vivre. Est-ce que nous allons vivre dans un monde de vérité ou est-ce que nous allons vivre dans un monde de mensonges lié à un désir délirant de toute puissance? La question reste ouverte et parce qu'elle reste ouverte, la bataille idéologique non seulement continue, mais elle ne fait que commencer. Je vous remercie.